Tout le monde est capable de conduire une voiture. Quelque part, tout le monde serait capable de conduire un hélicoptère. Et la première surprise, en fait, quand on passe en stationnaire sans le moniteur, c'est que la machine, elle penche. J'ai plus de 3000 heures de vol, mais à chaque fois que je me mets en stationnaire, pour moi, c'est extraordinaire. Je passe un quartier libre avec un pilote d'hélicoptère de l'armée de terre. Vous avez bien entendu, il y a des pilotes d'hélicoptère dans l'armée de terre. Ce pilote, il a été dans les forces spéciales, il va nous raconter ses opérations, comment on devient pilote. S'il y a d'autres métiers ou des questions que vous aimeriez voir traitées dans le podcast Quartier Libre, vous pouvez m'écrire Capitaine Bro, BRAULT, sur tous mes réseaux sociaux et peut-être que ça fera des idées pour les prochains épisodes. Quartier Libre. Donc merci beaucoup de venir dans Quartier Libre. Donc je l'ai dit, vous êtes un pilote d'hélicoptère. C'est pas du tout ce à quoi on pense quand on pense armée de terre. La plupart des gens ne savent pas qu'il y a des pilotes d'hélico dans l'armée de terre. Comment ça se fait ? Pourquoi il y en a ? Alors pourquoi il y a des hélicoptères dans l'armée de terre ? C'est tout simplement que dans l'armée de terre, on a besoin de moyens de transport, on a besoin de moyens d'appui. Et pour bien appuyer les gens avec qui on travaille et pour bien les transporter, il faut les connaître. Donc en fait, nos pilotes d'hélicoptères suivent les mêmes formations que les autres personnels de l'armée de terre et ils sont acclimatés à tout ce qui est rusticité, terrain, ils ont les mêmes thèmes de commandement, d'ordre, donc on est dans le même cadre en fait. On a un ADN commun, cet ADN armée de terre. On pense toujours, tout ce qui vole, c'est armée de l'air. Tout à l'heure, vous m'avez donné un chiffre qui m'a frappé, que je ne connaissais pas, sur le nombre d'hélicoptères dans l'armée de terre, c'est assez conséquent, enfin, ce n'est pas du tout une niche. En fait, 75% des hélicoptères de la défense, des armées, 75% des hélicoptères sont en effet dans l'armée de terre. Donc il y a plus d'hélicoptères, alors c'est pas un jeu, mais c'est pas celui qu'on a le plus, mais il y a plus d'hélicoptères dans l'armée de terre que dans l'armée de l'air. Oui, tout à fait. L'armée de l'air a une vocation, on est plus sur l'avion de chasse, l'avion de transport, une armée qui est orientée autour de la chasse. Et les hélicoptères dans l'armée de l'air ont des missions secondaires. Dans l'armée de terre, c'est complètement l'inverse. On a quelques avions qui vont être là pour des missions de logistique ou de transport d'autorité, mais l'essentiel des aéronefs, donc 330 à l'aéronef, sont consacrés donc, à l'appui de l'armée de terre. D'ailleurs, dans la marine aussi, ils ont des hélicoptères. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous, quand vous êtes engagé, vous saviez, vous vouliez être pilote d'hélico ? Alors moi, c'est un peu particulier. Alors moi, j'ai fait une école d'officier, l'école de Saint-Cyr. Donc après un concours, je suis rentré dans cette école. Et le choix de la spécialité n'est venu qu'après, avec le classement et avec des évaluations. Quand je suis rentré dans l'armée, mon objectif, c'était pas du tout être pilote dans l'armée de terre, mais c'était l'infanterie. J'étais passionné de montagne, donc plus un tropisme vers les chasseurs alpins, ou en tout cas le commandement de l'homme et voilà, avec tout ce que je connaissais. Mais c'est pareil, j'avais 20 ans à l'époque, j'avais quelques images des hélicoptères de l'armée de terre, mais très limitées. Et quand je suis rentré, je ne connaissais pas vraiment tous les moyens et les capacités de cette spécialité. Donc vous saviez qu'il y avait des pilotes d'hélicoptères dans ce qu'on appelle l'aviation légère de l'armée de terre, merci. Mais ça, ce n'était pas du tout votre rôle. Je trouve ça important d'emblée de le dire parce qu'on se dit que celui qui veut être pilote, il faut vouloir être pilote depuis qu'on a 5 ans et demi et on s'engage dans l'armée de terre au titre d'un contrat de pilote. Donc vous, ce n'est pas le cas, il y a du recrutement interne aussi. Alors moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis rentré dans une école d'officiers et dans cette école d'officiers, on a un classement. Et en fonction du classement, on va choisir une spécialité. Donc l'infanterie, différentes spécialités. Ça, c'est la voie officier de carrière, la voie majeure officier de carrière. Un jeune actuellement qui est civil, qui veut rentrer et devenir pilote, il le peut. Il suffit d'avoir le bac entre 18 et 32 ans. Et, Attendez, il suffit, c'est un simple bac, et pas besoin d'avoir fait d'études ou d'avoir un certain niveau scolaire pour être pilote ? Pas au-delà du bac. Pour être pilote dans l'armée de terre, il suffit d'avoir le bac. Je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Hein. Ils se disent qu'il faut avoir bac plus 5 en physique nucléaire. En effet, pour beaucoup de gens, il faut être scientifique. Il y a cette idée d'études supérieures, mais non, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on évalue les gens. Et c'est plus sur les capacités de dissociation d'attention, de pilotage, de capacité d'apprentissage rapidement qu'on va choisir un pilote. Et vous pouvez m'expliquer ça signifie quoi la dissociation ? La dissociation d'attention, c'est faire plusieurs choses en même temps. Il faut savoir que dans un hélicoptère, tous vos membres sont utilisés et chaque effet sur une commande a des conséquences sur le reste de l'aéronef. Donc quand j'augmente la puissance, il faut appuyer d'un côté, quand je baisse, etc. Donc ça, c'est le pilotage en lui-même. Et ensuite,
Vous avez aussi des lectures d'instruments, vous avez aussi des sons à la radio, et tout ça, il faut réussir à faire plusieurs choses en même temps. Alors toute la difficulté, c'est d'avoir des gens qui ont cette possibilité de voir à l'extérieur, de piloter, donc de faire plusieurs choses à la fois, mais également dans l'évaluation, et c'est mon métier d'évaluer les gens, c'est d'évaluer la capacité d'apprendre vite. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Tout le monde est capable de conduire une voiture. Quelque part, tout le monde serait capable de conduire un hélicoptère, sous réserve d'avoir la bonne vue, etc. Mais la difficulté, si je vous disais de passer le permis de conduire avec 2 heures de conduite avant, là, il y aurait beaucoup d'échecs. Nous, dans la formation, en fait, à chaque jour, il y a un nouvel exercice en école de pilotage. Chaque jour, il faut restituer ce qui a été vu la veille, etc. Donc c'est une progression crescendo qui va très vite. Et c'est pour ça que dans l'évaluation, on essaie de voir les gens qui ont cette capacité à apprendre vite, à avoir cette capacité à faire plusieurs choses en même temps, à prendre des informations tout en pilotant sans être perturbé. Alors j'ai envie de creuser sur cette partie dissociation parce qu'on entend plein de choses. Moi je pense que j'aurais pas du tout été bon du tout là-dedans, incapable de faire autant de choses en même temps. C'est quoi, c'est génétique, ça se forme, enfin on est avec? Très bonne question, capitaine. Ouais, non, je dis très bonne question. Moi, je suis rentré à Saint-Cyr pour l'infanterie, je connais mes capacités physiques, je savais que dans ce domaine-là, j'aurais pas a priori de problème. Quand j'ai choisi donc, de devenir pilote dans l'armée de terre, il y a eu tout ce questionnement avant de choisir d'ailleurs, est-ce que je vais être capable? On ne le sait pas. Et ça, on ne le sait pas. Ouais. Et ça, on ne le sait pas. Mais quelque part, je trouvais ça très intéressant, il y avait un côté challenge, remise en question. Et voilà, et donc j'ai passé la porte et puis je me suis lancé en me disant que... Vous aviez le fameux gène ou si c'est autre chose? En me disant que, justement, j'ai passé des évaluations et là on a estimé que j'avais les aptitudes pour réussir. Ouais. Donc je me suis basé là-dessus et je me suis dit, si j'ai les aptitudes, il n'y a pas de raison. Comment ils ont fait pour évaluer si vous avez cette aptitude? Alors les évaluations, pour devenir pilote, il y a un certain nombre de batteries de tests. Il y a des tests... purement mathématiques, aisance quand même en mathématiques, même si on n'a que le bac, on demande quand même aux pilotes de savoir calculer des règles de 3, des choses assez simples. Ça n'a rien à voir avec l'aspect de dissociation dont on a parlé? Non, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est quand même des capacités qui sont nécessaires. Un niveau d'anglais, parce que certes, il y aura de l'apprentissage de l'anglais en école de formation. Obligatoire ça, hein? Ça, c'est obligatoire, forcément. Donc un certain nombre de tests. Il y a un test de personnalité aussi, un test psychologique, pour savoir si on a le profil psychologique pour ce métier-là. Et après, la dissociation d'attention, on appelle ça un simulateur, mais c'est plus une cabine d'évaluation qui représente le cockpit d'une gazelle, avec des commandes de gazelle. Et là, on a un écran d'ordinateur avec des modèles qui se déplacent. Et quand ça part à droite, il faut faire un geste d'un côté. Quand ça part à gauche, il faut faire autre chose. Vous avez un joystick, on vous demande de faire des choses? Des commandes d'hélicoptère, vraiment des commandes d'hélicoptère. Et donc, on passe 3 fois le premier jour là-dessus. Et si c'est bon, on revient le lendemain. Et on repasse 3 fois, des durées de 4 minutes. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'infos. Donc, au début, on demande juste de stabiliser les éléments, en hauteur, à l'horizontale, etc. Et puis au fur et à mesure, là il y a des infos qui arrivent, il y a des chiffres qu'il faut retenir, il y a des formes géométriques qu'il faut en même temps retenir, tout en pilotant les petits modules qu'on essaie d'aligner. Et ça, c'est intuitif, enfin vous n'êtes pas formé avant à l'usage du module, on vous met dans la cabine et vous suivez les instructions à l'écran, quoi. C'est intuitif et il faut que ça le reste. Maintenant on a beaucoup de gens, par les réseaux sociaux, qui se préparent spécifiquement à ça. Ah oui? Ils essayent justement, il y a beaucoup d'infos qui circulent, de se préparer. Le problème, c'est qu'en se préparant, potentiellement, ils peuvent fausser l'évaluation, en tout cas la fausser dans le sens où nous, comme je disais, on part d'un produit vierge et on va mesurer sa capacité de dissociation d'attention et sa capacité d'apprentissage. Si la personne a fait 200 heures avant à s'entraîner sur quelque chose qui ne sera pas à l'identique de ce qu'on a, parce que de toute façon, ce n'est pas duplicable à l'extérieur, on n'est pas sur un flight simulator qu'on achète dans le commerce, on est vraiment sur un moyen unique. Potentiellement, les réflexes qu'il aura pris en s'entraînant, il faudra qu'il les désapprenne sur ce nouveau simulateur, et qui plus est, le risque, c'est qu'il atteigne son plafond de verre en termes d'apprentissage. Je reviens sur le permis de conduire, si vous avez mis 400 heures pour maîtriser votre voiture, si vous allez piloter une Formule 1, vous aurez un peu de mal parce que en fait, vous n'avez pas les capacités, en fait, vous avez atteint votre plafond de verre. Donc il y a vraiment partir d'un produit vierge, essayer, et puis c'est comme tout.
on aspire à faire quelque chose, mais comme je dis tous les matins, je briefe les candidats qui viennent, mais tout le monde n'est pas là, n'est pas fait pour être chanteur d'opéra ou pilote de Formule 1 ou pilote d'hélicoptère. Et le tout, c'est de trouver le métier dans lequel on va être bien, dans lequel on va s'épanouir, et le métier qui correspond. Donc si on est... Alors c'est des fois terrible, parce qu'on a des jeunes qui arrivent, qui ont cette passion, et au bout de moins de 24 heures, on brise l'élan, parce qu'on dit, vous n'êtes pas fait pour ça. J'ai interviewé le général qui commande tout le recrutement pour l'armée de terre. Il m'a dit l'essentiel de mon métier, c'est malheureusement gérer de la déception parce qu'ils rentrent tous avec l'envie d'appartenir aux forces spéciales, aux parachutistes, ce que vous voulez. Et parfois, soit on n'a pas les capacités, soit pour plein de raisons, on sera mieux sur un autre poste. Donc je comprends ça. Juste sur finalement, c'est pas possible de tricher à ces tests. Donc quoi qu'il en soit, même s'ils se préparent, le couperet finit par tomber à un moment. Alors, c'est pas possible de tricher. Oui, c'est difficile de tricher. Mais surtout, moi, le discours que je tiens aux candidats, c'est là, vous avez passé des tests. C'est pour savoir si vous correspondez à un profil. Donc surtout, ne jouez pas une pièce de théâtre. Parce qu'après, vous signez pour 15 ans d'engagement. Et là, si vous n'êtes pas bien dans le milieu, premièrement, tout le monde va perdre du temps parce que si vous n'êtes pas fait pour ça, parce que la troisième dimension, vous avez une appréhension, parce que vous avez des capacités limitées en termes d'apprentissage, c'est un échec assuré. Donc autant que tout le monde gagne du temps. Et puis c'est terrible pour le candidat en question. Enfin, se retrouver dans un métier où on ne maîtrise pas, sous l'eau, c'est un sentiment terrible. Et la gestion de l'échec, c'est ce que j'explique aussi, on grandit par ces échecs. Quelque part, l'échec, ça fait partie de la vie. Donc, ok, c'est une passion, j'aimerais être pilote, mais après, il y a plein d'autres choses qui tournent autour du pilote. Si la passion, c'est l'aéronautique, mon métier, c'est d'évaluer des pilotes, mais pas que des pilotes. C'est toutes les spécialités qui tournent autour du pilote au sein de l'armée de terre. Donc, j'évalue des météorologues, des contrôleurs aériens, des mécaniciens qui vont tous les jours mettre en œuvre ces aéronefs, des mécaniciens navigants, parce qu'il y en a certains mécaniciens qui font partie de l'équipage, qui vont voler également. Donc il y a tout cet environnement. Un passionné d'aéronautique peut prendre plaisir aussi, pas forcément qu'en ayant les commandes, mais également en participant à la mission de ce groupe en fait. Ça c'est l'armée de terre aussi. Je sais que dans l'armée de l'air, ils parlent d'aviateurs justement pour dire qu'il n'y a pas que les pilotes, il y a tout l'environnement autour. Là pareil, dans la LAT, vous avez plein de métiers. Vous avez cité météorologue, vous avez contrôleur aérien, vous avez le 3e, 4e homme dans un hélicoptère. Tout à fait, les membres opérationnels de soute, là, qui est le 4e homme qui va être dans la soute de l'hélicoptère de transport. Mais eux, par exemple, moi c'est surtout avec eux qu'on interagit quand on est dans l'hélico, parce que les pilotes, on peut les avoir dans la oreillette, mais et pareil, ils font plein de choses en même temps, ces gars-là. Ils doivent contrôler la descente, installer la corde d'aérocordage, ils communiquent avec l'équipe. Là, eux, c'est des gens qui ont fait les tests également, et qui après restent dans la discipline, ou c'est un autre recrutement? Alors eux, c'est un recrutement ultérieur. On prend d'anciens militaires qui ont une expérience opérationnelle, une expérience de l'armée, et là ils sont évalués sur leur capacité, alors à la fois sur le terrain, donc il y a un centre qui est spécialisé dans ce domaine-là, mais ils viennent également être évalués au sein de ma section, mon petit groupe, avec ma petite équipe, où là on va avoir, alors là on n'est pas sur des dissociations d'attention sur du pilotage, mais il y aura toute cette partie de tests pour voir si ça se passe bien entre guillemets dans la tête, tests de personnalité aussi, parce que ces membres opérationnels de soute, c'est des militaires du rang, des soldats, mais on va leur demander beaucoup. On va leur demander d'être le chef quelque part de la soute. Donc face à eux, ils auront aussi des chefs de groupe, des chefs de groupe de l'armée de terre qui vont être potentiellement des sous-officiers ou même des officiers. Et ça sera à eux de dire non, stop, là tu descends pas. Voilà, ils ont un rôle aussi de guider l'hélicoptère, parce que bien souvent, de nuit, dans conditions difficiles, c'est eux qui par la porte à l'arrière vont voir si le rotor derrière touche les obstacles. Ils font plein de choses en même temps. Donc ils font plein de choses. Donc on a vraiment une évaluation particulière là-dessus. Et tout à l'heure, vous parliez de nos critères d'évaluation. Dans les critères d'évaluation, on a des tests de personnalité, mais on a également un entretien métier. Alors l'entretien métier, alors moi je mène des entretiens métiers avec tous les candidats, avec mon adjoint, on a tous les deux cette fonction-là, savoir si le candidat qui postule, qu'il soit militaire ou civil, correspond au métier. Et pour un soldat, comme on disait, pour celui qui va être membre opérationnel de soute, qui va être le 4e homme dans un hélicoptère de transport, on va voir le MOS. On va voir si lui, il a, ses capacités. Il peut être excellent soldat
dans son unité, mais peut-être pas avoir les bon qualités pour donner des ordres, pour s'imposer au sein de la soute, pour travailler au sein d'un équipage, parce qu'au final, il est branché à la radio avec les 3 autres personnels, c'est l'équipe, savoir quand parler, quand ne pas parler, donc voilà. Et ça, l'entretien métier est particulièrement important, parce que si on ne jugeait que sur papier, oui, potentiellement, on dirait, oui, bah, c'est bon, il est très bon soldat dans tel régiment. Ça va rouler, alors que non. C'est pas le même métier. Alors, vous avez parlé des tests de personnalité. Forcément, ça me marque parce qu'on se dit que c'est surtout pour pilote un test d'intelligence, un test de dissociation. Mais vous avez beaucoup parlé de cet aspect humain. Qu'est-ce que vous recherchez dans la personnalité? Quelles sont les personnalités qui marchent, celles qui ne marchent pas? Parce qu'il y a 2 choses. Il y a le test métier, l'entretien métier et l'entretien personnalité. Donc, dans ma petite équipe, on est 6 dans cette équipe, on a une psychologue qui est affectée avec nous au sein de l'équipe. Et elle, au-delà d'être psychologue, elle connaît les métiers qu'on recrute. Donc c'est important, ce n'est pas parce qu'on est psychologue qu'on connaît tous des profils. Il faut d'abord aller au contact des métiers, du membre opérationnel de soute, du pilote, du contrôleur aérien qui va être dans sa tour de contrôle à gérer des aéronefs et ça demande des qualités particulières, du météorologue qui va potentiellement faire des instructions à l'ensemble du régiment sur la météo avant de partir en opération ou en exercice. Donc il faut connaître en fait les qualités attendues. La personne qui est timide, qui n'est pas à l'aise et qui postule pour un domaine où il va falloir donner des ordres, etc., bon, il y a un moment, il faut lui dire, bon, là, ça peut venir, mais c'est vrai que vous manquez de maturité. Et alors, on disait tout à l'heure, en effet, on peut devenir pilote avec le bac uniquement à partir de 18 ans. Mais il faut savoir que les tests sont valables 2 ans, donc on peut les repasser tous les 2 ans. Ouais. Donc, parfois, certains candidats qui manquent un peu de maturité ou qui manquent d'expérience militaire, parce que ça, c'est un critère très important dans l'évaluation, dans cet entretien, eh ben, on leur dit, bon, allez vous acculturer à l'armée de terre, faites une préparation militaire, faites de la réserve, et une fois que vous connaîtriez mieux ce que c'est plus facile de dire « j'ai envie de faire ça ». Dire « j'ai envie de rusticité, j'ai envie de cohésion », si la personne n'a jamais eu ce genre d'expérience, c'est toujours compliqué. Dire qu'on aime une fraise, tant qu'on ne l'a pas goûtée, on ne sait pas si on l'aime. Donc dire qu'on aime l'armée de terre, le mieux c'est quand même d'aller voir au-delà. Surtout qu'il y a plein de manières de tester pendant une semaine, pendant quelques jours. Il y a beaucoup de possibilités, en effet. Et juste là, pour revenir au pilote, du coup, moi, spontanément, le cliché, je me dis, la compétence, elle est surtout dans la gestion d'une machine. Et vous, là, vous mettez énormément l'accent sur la partie commandement. Vous pouvez expliquer ça, en quoi c'est important d'avoir cette expérience et ces qualités de chef quand on est pilote d'hélico? Alors, je dirais commandement, mais plus le côté aéro-combattant, c'est-à-dire le côté combattant, le côté armée de terre. On est, quand on rentre pilote dans l'armée de terre, ou météorologue ou contrôleur aérien, on rentre avant tout dans l'armée de terre. Et l'armée de terre, je le disais tout à l'heure, il y a des formations communes. Ces formations communes, ça crée vraiment cet ADN. Et pourquoi on a cet ADN? Parce que l'armée de terre, quand elle est déployée, souvent c'est dans des conditions rustiques. Donc, le pilote qui est là que pour piloter et qui pourrait être chez Air France, globalement, si demain on lui dit « bon, il faut que tu protèges la zone d'opération avec ton arme, il faut que tu participes à la garde du camp, il faut que… » Donc, il y a vraiment… C'est un soldat, c'est un combattant. C'est un combattant avant tout. Et celui qui vient juste pour être pilote, ça ne peut pas marcher en fait dans l'armée de terre. Ça ne peut pas marcher parce qu'il ne va pas pouvoir s'épanouir. Il faut savoir que la formation… Elle commence par 6 mois en école de formation officier pour les officiers pilotes. Et là, ils sont mélangés avec d'autres officiers sous contrat qui vont faire de l'encadrement dans tout le reste de l'armée de terre. Et ça a beaucoup de vertus. Parce qu'il y a la vertu de rusticité, de camaraderie, de dépassement de soi, de rigueur. Certains jeunes, ils n'ont pas eu la chance d'avoir avoir vécu, de connaître tout ça. Et également, ça crée une cohésion. Parce qu'en fait, le pilote… ses camarades avec qui il travaille, qui vont être dans différentes spécialités, ensuite, en théâtre d'opération, il va les retrouver. Il les retrouvera. Il saura comment travaille quelqu'un dans l'infanterie. Quand il va être pilote d'hélicoptère de manœuvre, de transport de personnel, quand on va lui dire « il faut que tu me déposes à quel endroit », lui, il aura vécu
Oui, c'est la conscience. Il aura vécu avec ses l'environnement. Rangers, avec ses chaussures. Ouais. Qu'est-ce que c'est un trou? Qu'est-ce que c'est une dénivelée? Parce que lui, il aura marché aussi avec son sac à dos et il évitera de le déposer tout en bas de la colline. Plutôt, voilà, il le posera plutôt en haut s'il faut. La mission, c'est de poser en haut. Donc cette connaissance commune, ça fait vraiment cette fraternité, cet esprit de corps qui est indispensable. Et dans les qualités recherchées pour rentrer donc pilote, mais dans les autres spécialités, c'est vraiment cette volonté de dépassement de soi, de fraternité d'armes, bien sûr de technicité. Il faut connaître son engin, il faut savoir le maîtriser, quelle que soit la spécialité dans l'armée de terre. Mais il y a cet esprit aérocombattant. Il faut savoir qu'un pilote, sur une année, il va piloter en gros 200 heures. Sur une année? Sur une année, il va piloter. Ça fait pas beaucoup, ouais. Donc il reste beaucoup de temps à côté. Alors certes, il y a la préparation du vol, certes, Préparation mission. Voilà, préparation mission, il y a beaucoup de choses, de l'entretien, de qualification, mais à côté de ça, il va faire des activités armée de terre. Il va aussi gérer du matériel au sein de son unité, il va aussi s'entraîner au tir, il va aussi participer à différents types d'exercices. Donc voilà. La vie de quartier aussi. C'est pas que pilote. Et ça m'amène à une autre question un peu cliché, mais ça m'a évoqué ça quand vous parliez de la gestuelle. Du coup, il faut être manuel pour faire ce métier, mais il n'y a pas que ça. Alors, il faut être manuel pour le pilote. En fait, on se rend compte en effet qu'il y a les réussites en pilotage, on disait les capacités de dissociation, il y a un côté manuel dans le pilotage. Ça faut une intelligence mais manuelle. mais qu'on peut retrouver chez un pilote de moto, par exemple. Qu'on peut retrouver chez des sportifs de haut niveau, en ski de descente, en VTT, parce que le calcul de la trajectoire, la visualisation de l'espace, voilà, on va retrouver ça. Donc il y a vraiment une représentation 3D pour un pilote. Les débuts d'exercice en pilotage, quand on commence la formation, on se met sur une chaise, on fait semblant d'avoir les commandes, et puis on va dire, tiens, je vais poser là, et là, qu'est-ce que je fais? Je baisse la puissance, je câble l'appareil, j'appuie avec mon pied, je regarde ça, je vais chercher... Et ça, c'est de la visualisation 3D, mais qu'on peut travailler et que travaillent certaines personnes qui arrivent chez nous, qui l'ont déjà fait dans leurs activités dans le civil. Donc il y a vraiment ce côté, en plus, visualisation, plus que manu, il y a un côté manu, tenir les commandes, mais dissociation, visualisation. Oui, c'est pas les intelligences auxquelles on pense. Enfin, le cliché qu'on a du pilote, on pense tout de suite, vous l'avez dit au début, les gars forts en maths, les calculs, alors que là, vous parlez d'intelligence manuelle, l'intelligence spatiale. Et vous aviez déjà volé dans des petits appareils avant de devenir pilote dans la LAN. Vous saviez si c'était fait pour vous ou pas? Jamais. Ma seule expérience, c'était de monter dans un avion et sauter avec un parachute. Mais j'étais derrière. C'est déjà bien, mais en effet, c'est pas pareil. Non, mais dans le cadre de l'armée, pas du tout avant. Non, je n'avais pas du tout eu aucune expérience de vol avant, mis à part dans un avion pour sauter en parachute. Alors que là, vous avez des jeunes, en moyenne, quand ils sont candidats, vous avez dit ils s'entraînent pour certains, ils essaient de s'entraîner aux tests de simulation. C'est obligatoire ça, il faut se préparer avant, maintenant ça devient plus sélectif? Il faut se préparer, oui bien sûr. Bien sûr, on va poser des questions sur le métier de pilote. Forcément, la personne doit connaître un peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas tellement l'interrogation pour cocher des cases, oui, c'est ça et c'est ça. C'est surtout, est-ce qu'il a bien appréhendé le métier pour lequel il postulait? Est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir? Moi, mon métier, c'est vraiment que la personne puisse s'épanouir. Si j'étais juste sur des critères, il passerait des tests, je ne ferais pas d'entretien métier. Ok, tu as la moyenne, c'est bon, tu prends. Mais sauf que pour être efficace, il faut aimer son métier. Il faut aimer, il faut s'épanouir. Donc en fait, il faut arriver sur des critères de sélection qui sont beaucoup plus, est-ce que la personne va s'épanouir? Est-ce que la personne va bien sûr, pouvoir subir entre guillemets, ou assimiler la formation? Mais après, est-ce qu'elle va pouvoir s'épanouir? Est-ce qu'elle va pouvoir être à l'aise dans... Parmi les pilotes, ils ont passé les tests, c'est bon, c'est validé, ils peuvent poursuivre la formation. Déjà, cette formation, elle dure combien de temps? Alors la formation, en fait, il y a 3 étapes principales de la formation. Il va y avoir d'abord une partie au sein d'une école de formation de l'armée de terre. Alors pour les pilotes, c'est à Saint-Cyr-Couët-Quidan, en Bretagne. Et là, on est vraiment sur l'apprentissage des qualités de l'armée de terre, la rusticité, dépassement, etc. Sur l'apprentissage du commandement également, parce qu'à la fin de cette formation, ils vont être chefs de section. Donc cette partie militaire là va durer à peu près 1 an. Donc il y a en gros 6 mois en école de formation, et après 2 ou 4 mois encore de troupes, c'est-à-dire en régiment en fait,
où là, il va être employé en tant que chef de section. C'est-à-dire, là, ils vont commander des hommes, mais pas du tout d'hélicoptère. Là, c'est juste pour asseoir leur autorité et leur commandement. Donc, il y en a qui vont partout, mais pas dans les régiments d'hélicoptères. Donc ça, c'est 1 an. À la fin de cette première année, où là, ils ont acquis la militarité propre à l'armée de terre, là, ils vont partir à Dax, donc dans le sud-ouest de la France, et là, ils vont passer le permis de conduire, en fait. Ils vont passer le brevet de pilote. C'est 130 heures de vol, ça commence par 5 mois de théorie. Dans les 5 mois de théorie, ils ne touchent pas un appareil. Là, ils ne touchent pas un appareil. Ils ont un petit vol au début pour leur montrer ce que c'est, mais pendant 5 mois, il faut ingurgiter de la théorie. Et là, dans mes évaluations, si la personne n'a qu'un bac, ce qui n'est absolument pas un problème, on va quand même mesurer justement son aisance sur des mathématiques, sur des tests de logique, sur des bases, pour savoir aussi si elle aura cette capacité à assimiler cette formation qui est en effet lourde. Donc 5 mois de théorie, et puis après, c'est parti pour les vols. Et là, ça dure... Il n'y a pas une phase en simulateur d'abord? Alors, tous les vols s'accompagnent de simulations, tous les vols. Certains vols, ça va être plus vrai en deuxième partie de formation sur les appareils de spécialité, les appareils de combat, parce qu'à Dax, en fait, on est sur un hélicoptère de gamme civile, en fait. Où là, on va apprendre... Il vole sur quoi, là, le premier vol? C'est un Colibri, un EC-120. C'est une petite machine assez compacte qui est très intéressante parce que c'est quand même une machine moderne, donc on a des écrans qu'on va retrouver un peu dans les hélicoptères de combat nouvelle génération. C'est un hélicoptère qui a tout ce qu'il faut en fait pour bien apprendre. Et notamment, elle a juste la bonne puissance. Et ça, c'est très important pour un pilote d'hélicoptère dans l'armée. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est toujours le cas en opération, on vole en limite de puissance. C'est-à-dire qu'on soit dans un hélicoptère armé, on va mettre le maximum de carburant et le maximum de munitions pour appuyer les troupes au sol. Et quand on transporte des commandos, des personnels, forcément, les gars, on ne va pas leur dire, bon, vous posez votre sac à dos. Oui. Donc on est toujours dans des masses, quand on part, on est toujours en limite de puissance. Et cette connaissance fine du pilotage en limite de puissance, c'est essentiel. Donc cet appareil nous permet aussi de tester ça. Et là, je pose une question bête. C'est comme à la Théo-École, on a le pilote, le formateur, il a les pédales, il peut reprendre le contrôle ou pas? Oui, exactement. Ouais. C'est exactement ça. On a le pilote, le formateur. Donc, au début, pour apprendre notamment la chose difficile au début, c'est tenir le stationnaire. Le stationnaire, c'est je décolle du sol et je ne bouge pas. Okay. Alors, on comparait la voiture tout à l'heure. Quand on passe le permis de conduire, on monte dans la voiture, on est assis, on attache la ceinture et il ne se passe rien. Là, on passe en stationnaire. Déjà, c'est une position instable. Donc là, déjà, le pire ennemi, d'ailleurs, c'est soi-même, parce qu'on a tendance à faire les micro-mouvements, créer des accidents. Voilà, on crée, alors sans aller jusqu'à l'accident, mais ce qu'on appelle le surcontrôle, c'est-à-dire qu'on va corriger, mais à l'excès. Et ça, avant de passer pour faire ce vol en stationnaire, on passe en effet sur un simulateur qui permet quand même de bien dégrossir. Mais il faut savoir que cette formation, donc sur la partie vol, c'est à peu près 1 an. Donc la partie Dax, c'est à peu près 1 an et demi. Mais en intégrant les 5 mois de théorie. Voilà, les 5 mois de théorie, ça fait, en tout, ça fait à peu près... D'accord, donc 1 an vraiment de formation sur le Colibri dont vous parlez. Voilà, 14 mois avec la théorie. D'accord. Et donc, ce qu'il faut voir dans cet apprentissage quand même qui va très vite, c'est qu'au bout de 15 heures de vol, le fameux instructeur qui est votre assurance vie à côté de vous, qui rattrape toutes vos bêtises, etc., c'est pas qu'il lâche, c'est qu'au bout de 15 heures de vol, il descend. Et il plus avec vous après 15 heures de vol? Au bout de 15 heures, alors ça se fait entre 15 et 20 heures, il descend de la machine. Là, vous êtes tout seul au milieu d'un champ dans les Landes. Et puis là, vous allez passer en stationnaire, vous allez décoller, vous allez faire un petit tour, vous allez essayer de ne pas perdre votre champ, parce qu'il faut quand même le retrouver au milieu des Landes où il y a des arbres partout. Et vous allez revenir et vous allez vous poser. Je peux penser à ça. Ouais. Et oui, c'est l'un des premiers trucs où on apprend, c'est pas se perdre, parce que... Et pas se perdre en vision. En vision, parce qu'en fait, un hélicoptère, c'est tout de suite 200 km/h. Et quand vous avez un champ à retrouver au milieu d'autres champs, au milieu des pins, sans trop de repères, bon voilà. Donc le premier truc, c'est de prendre des repères et retrouver son champ. Et ça, c'est 15 heures. Ça, c'est 15 heures. Au bout de 15 heures, en fait, vous savez tenir un stationnaire, vous savez décoller, vous savez faire un tour de piste. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ces qualités d'apprentissage rapide, parce que là, c'est au bout de 15 heures. La formation pilote à Dax, on arrive à environ 130 heures de vol. Mais quand on sait faire ce stationnaire, ce décollage et revenir, on maîtrise une petite chose, mais après, il y a tout le reste, il y a tous les autres domaines de vol. Il y a le vol... On va y venir après, mais juste vous souvenez de cette première expérience de vol seul après vos 15 premières heures?
Ah oui, je m'en souviens parfaitement. Vous n'avez pas perdu votre chant? J'ai pas perdu mon chant. J'ai pas perdu mon chant, mais en effet. C'était où? En général, dans la machine, oui, il y a du bruit parce qu'il y a tellement de joie de se retrouver seul. Alors c'est amusant parce que d'ailleurs, le premier stationnaire, les hélicoptères dans lesquels on vole, ils sont quand même assez légers. Et la première surprise, en fait, quand on passe en stationnaire sans le moniteur, c'est que la machine, elle penche. Parce que le moniteur, lui, il fait contrepoids. Vous avez 80 kg en moins. Juste 80 kg dans une machine ça a un impact. Ah oui, tout à fait. Et là, bon, vous penchez un peu plus. Et puis après, c'est la liberté. Vous avez l'impression. Alors moi, qui n'étais pas du tout rentré dans l'armée pour ça, pour moi, c'était quand même quelque chose de magique. Et j'ai plus de 3000 heures de vol. Mais à chaque fois que je me mets en stationnaire, pour moi, c'est extraordinaire. Et pour avoir transporté des... À chaque vol. À chaque vol. Et pour avoir transporté des pilotes de chasse qui sont montés dans l'hélicoptère, ils ont toujours souvent été bluffés parce que le pilote de chasse, il va très vite, il peut descendre bas, mais jamais aussi bas qu'un hélicoptère. On ne va pas faire la compétition s'il y en a qui écoutent. Mais il peut voler très très bas, il peut voler très bas, quasiment aussi bas. Mais dans les obstacles, c'est pas possible. Il va trop vite pour. Voilà. Et surtout l'hélicoptère, on s'arrête. On s'arrête, on tient un stationnaire, ce qui est impossible en avion. Et c'est vrai que c'est une liberté. Voilà. Pour moi, j'ai même commencé sur l'Alouette 2, qui pour pas mal de gens est vraiment un dinosaure de l'hélicoptère. Donc là, il n'y avait vraiment pas d'aide, on était sur quelque chose de très basique, d'aide au pilotage. Il n'y avait pas de conduite assistée, quoi. Il n'y avait pas de conduite assistée, il n'y avait pas de navigation, il y avait voilà. Alors à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable pour se filmer, et puis d'ailleurs, vaut mieux éviter parce qu'il faut lâcher les commandes. Mais quelque part, oui, c'est vraiment un sentiment de liberté très très fort. Et ça, en plus, vous, quand on s'est eu au téléphone, vous me disiez que vous n'aviez pas tellement de simulateurs à l'époque où vous avez fait tout ça. Les simulateurs qui existaient, c'était surtout pour voler dans les nuages. Donc, c'est-à-dire que c'était un simulateur qui ne bougeait pas du tout. On pilotait des instruments comme si on était sans visibilité extérieure. Donc, ça ne permettait pas du tout de travailler un stationnaire. Voilà. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on a fait énormément de progrès vis-à-vis de ça. Il y a la réalité augmentée et tout. Comment ça change la manière dont on forme, ça accélère le processus ou pas? Alors ça permet de gagner de l'argent déjà, parce que voler sur simulateur coûte moins cher que de voler en réel. Moi j'ai eu la chance de servir au début de l'école franco-allemande Tigre, c'est-à-dire l'école de formation sur Tigre. Le Tigre, c'est l'hélicoptère de combat de l'armée de terre. Et sur ce genre de formation, on a à peu près 50% de simulateurs et 50% dans la machine. Donc on a vraiment diminué le nombre d'heures de vol. Quand on a diminué, on a compensé, parce que les simulateurs, là, ils sont sur vérin. On a vraiment la sensation d'être en vol. Vous avez un écran, vous pouvez voir le terrain comme si vous étiez en réalité. Le gros intérêt du simulateur, c'est qu'on gagne en temps d'apprentissage, mais également, on va pouvoir se mettre dans des configurations qu'on ne pourrait pas faire en réalité. Des pannes très compliquées à gérer, qui sont potentiellement dangereuses en vol, là, on va pouvoir les jouer, puisque de toute façon, le simulateur, si on se crache, c'est pas grave, donc on va pouvoir les répéter. Mais ça, c'est pour la partie purement pilotage, mais après, pareil, on a des simulateurs tactiques, où là, on peut simuler un ennemi, on peut délivrer des feux, se faire tirer dessus, et d'être repéré par des radars, et d'activer tous ces systèmes. Donc la simulation, c'est vraiment un atout pour permettre d'aller plus loin dans cet apprentissage. Et en même temps, il y a des choses, j'imagine, qu'on n'apprend que quand on vole en réel? Alors, il y a des choses qu'on apprend uniquement en réel. C'est toujours important de garder ce contact avec le réel. Pourquoi? Parce que le simulateur, il y aura toujours un tout petit décalage, mais il y aura toujours un décalage avec le réel. Et puis après, il y a la confiance dans son système d'armes. Quand vous êtes dans un hélicoptère, c'est pas un ULM pour aller se promener. C'est derrière, c'est de la technologie, c'est des armes. Pour les hélicoptères de combat, mais pour les hélicoptères de transport de personnel, il y a tous des systèmes à gérer. Et pour avoir confiance dans son système, il faut l'utiliser. Et l'utiliser vraiment. Et régler des vrais incidents. Quand vous êtes dans un Tigre et que vous tirez au canon de 30, si ça ne fonctionne pas, comment je gère ça? Et là, le simulateur, il peut vous aider. Mais il y a un moment, si vous devez poser pour régler l'incident en réel, en tirant sur les obus, en réglant l'alimentation, ça, il faut le vivre en réel. Il y a cette partie qui est nécessaire d'être réelle, et puis après, il y a l'interaction avec les gens qui sont autour. Quand vous êtes dans un simu, vous montez, vous décollez, vous posez, il n'y a personne. Quand vous êtes dans la réalité, en opération, vous avez des mécaniciens qui travaillent avec vous, qui vont préparer la machine. Le mécanicien
quand vous rentrez et qu'il y a un problème, ben, vous avez un échange avec lui. Vous pouvez lui dire, voilà, moi, sur mon canon, j'ai eu tel problème, ou j'ai tel instrument qui ne fonctionne pas, et là, on travaille ensemble pour résoudre l'incident. Si vous faites qu'à la simulation, ben, vous n'aurez pas cet échange et cette possibilité de régler. Ouais, en plus, j'imagine que quand on vole sur la vraie machine et qu'il y a le risque d'accident, de décès, là, il y a le stress qui entre en compte. Ça fait penser à l'histoire de ce pilote américain qui s'est posé sur le fleuve à New York. Et après, quand les assurances sont rentrées dans le processus d'établissement des faits et des responsabilités, ils avaient fait une simulation en cabine, mais il n'y avait pas cette dimension stress. Comment on la gère? Est-ce qu'on forme les pilotes à gérer ça? En effet, il y a une formation. Alors, il y a formation pilotage de base. Hein. On était sur DAX tout à l'heure. Je ne sais pas si on va poursuivre continuer sur la suite. Et après, une fois qu'on a fini à DAX, donc cette école d'auto-école, on part dans le Var, dans le sud-est de la France. Et là, on va rentrer dans la spécialité. Donc, la spécialité, c'est quoi? Vous avez passé le permis de conduire. Là, vous allez faire du combat. C'est-à-dire que vous passez de votre Clio, où vous avez appris à conduire, à une voiture de rallye. Et là, vous allez apprendre à exploiter votre hélicoptère avec ses fonctionnalités de combat. Donc là, vous laissez tomber cet hélicoptère, ce colibri, là, le C-120 purement civil. Et là, vous êtes dans votre hélicoptère de combat, dans lequel soit c'est un Tigre avec des canons, soit c'est un hélicoptère de transport avec des gens derrière, avec des mitrailleuses, etc. Et vous allez utiliser toutes les capacités de l'aéronef, et capacités jusqu'aux limites de l'appareil. Donc là, on est vraiment, quand je parle de pilote de rallye, c'est-à-dire qu'on exploite à 100% les capacités de l'appareil. Donc ça demande encore des qualités de dextérité, etc. Mais dans toute cette partie formation, vous avez également des formations à la survie au combat. Vous avez également, alors qui peuvent se faire en école ou après plus tard en régiment, mais tout ce qui est, vous citiez l'exemple de cet avion qui s'était posé sur l'eau. On a des formations avec les marins sur atterrissage d'urgence, des choses comme ça. Sur le fait d'atterrir dans l'eau en cas de panne. L'aviation, les hélicoptères de l'armée de terre sont employés beaucoup avec la Marine nationale. On va sur des bâtiments de la Marine nationale. Et avant de partir faire ces campagnes d'appontage ou ces opérations, on doit être formé à la panne et au risque de tomber dans l'eau. Donc là, on s'entraîne, on est sur un siège, on est attaché, et puis c'est une cabine qui plonge dans une piscine qui fait 4 mètres de profondeur. Et là, vous n'avez pas de masque. Hein, ça, c'est pas de la simulation pour le coup. Ça, c'est pas de la simulation. Et là, vous rentrez dans l'eau, et là, en quelques secondes, vous êtes immergé, et là, il faut trouver, déjà débrancher votre casque, parce que si vous restez attaché par votre casque, vous ne pouvez pas sortir. Il faut larguer la porte, parce qu'il faut sortir quand même par la porte. Quand vous êtes craché, la porte est peut-être encore en place. Il faut enlever sa ceinture et il faut partir en s'assurant que... Vous n'avez pas d'éjection. Ah non, il n'y a pas d'éjection. Ça paraît une évidence, mais du coup, ça met sur deux plans le pilote d'un avion, le pilote d'un hélicoptère. Il n'y a pas de... Nous, il n'y a pas d'éjection. Voilà, il n'y a pas d'éjection. Il n'y a pas d'éjection parce qu'il y a quelque chose qui tourne très vite au-dessus et qui est très dangereux. Moi, j'y pense là, mais parce que du coup, ça signifie qu'en survie, il y a des réflexes qui sont complètement différents, quoi. Alors les réflexes sont différents, on est proche du sol, donc même l'éjection ne permettrait pas à un parachute de s'ouvrir, le combat en général il est proche du sol. Et pour finir avec cette cabine qui se met dans l'eau, voilà, on va apprendre ces réflexes, on va le faire 2 jours, on va le faire aussi, parce que quand on se crache dans l'eau, peut-être que l'hélicoptère va se retourner, donc on l'apprend, ça se retourne, et puis on le fait 2 jours et on le fait de nuit. Donc de nuit, retourner, donc là vous n'avez plus de référence, et là il faut réussir à sortir. Donc savoir quand ça monte, etc. Mais tout ce genre de formation, en effet, permet de diminuer le stress. On apprend des gestes réflexes, on mécanise tout ça, et c'est quelque chose qui marche. En fait, on s'aguerrit, on s'aguerrit. On apprend à se connaître soi-même. J'ai une anecdote à ce sujet. J'avais un de mes pilotes qui était sur un théâtre d'opération, et lors d'un vol au-dessus de la mer, il a eu un problème de référence, etc. Et il est tombé en mer. Donc ils étaient 3 à bord, il est tombé en mer, et en fait, là, tout va très 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 vite, parce que vous êtes dans l'eau, vous êtes avec vos camarades, là le choc il a été très brutal, hein, ils ont percuté très vite, hein, c'était pas la panne tranquille où je me pose et que j'ai le temps de réfléchir. Et ce gars-là, à l'époque je commandais mon escadrille, l'escadrille c'est en gros 10 hélicoptères et 40 personnes. Bien sûr il a été évacué et il est parti sur Percy, et je suis allé le voir là-bas, et la première chose qu'il m'a dit, merci,
merci de m'avoir envoyé à ce stage de survie en mer, parce que j'ai appliqué ce que j'avais appris. Alors, vrai ou pas vrai, quoi, ce que je veux dire, c'est que quelque part, oui, forcément, ça lui a servi. Même si ce n'est pas le geste technique, parce qu'on ne se crache jamais dans la situation qu'on a apprise, mais au moins, c'est OK, l'environnement, voilà, ce changement de milieu, je suis dans l'air, je suis dans l'eau, je retiens mes respirations, rien que ça, hein, d'avoir le réflexe de... Et puis là, avoir le temps d'essayer de gérer, voilà. Donc, on en parle beaucoup dans ce podcast, mais c'est le pouvoir de la répétition. Avoir été mis dans une situation de haut stress, finalement, quand on y est confronté, il y a quelque chose qui baisse un peu en intensité parce qu'on l'a connu. L'entraînement est essentiel. On parlait des capacités. Dans la formation, il y a différents types de vols. Et il y a notamment un vol qu'on appelle le vol aux instruments, c'est-à-dire que vous simulez, quoi, au début, mais comme si vous étiez dans un nuage. Donc quand on vole dans un hélicoptère, normalement, on vole en regardant les références extérieures. Donc on vole comme en voiture. Et si jamais on est dans un nuage, imaginez votre voiture, vous êtes dans le brouillard. Bon, vous roulez plus doucement en voiture, mais en hélicoptère, quand on est complètement dans le brouillard, là, potentiellement, on peut percuter une montagne. Mais le travail se fait aux instruments. Donc là, on est sur un vol... On ne sait plus si on est voilà. dessus-dessous. Si on regarde extérieur, on ne sait plus, on n'a pas de référence. C'est un vol qui est technique, qui est pointu, qui demande beaucoup de ressources au début. Et de ressources mentales. De ressources mentales. Alors moi, je suis moniteur également, donc j'ai eu des gens de mon escadrille que j'évaluais aussi en vol sur ces capacités-là. Et on travaillait de nuit, on faisait justement, c'est ce qu'on appelle une percée, c'est arriver sur un terrain sans visibilité, sans rien. Et quand la personne, elle a une grosse charge mentale parce que les conditions sont difficiles, parce que la radio passe peut-être mal, on n'entend pas bien, parce qu'il y a un voyant de panne qui s'allume, et bien là, la personne, potentiellement, elle perd tous ses moyens. C'est-à-dire que les capacités cognitives sont prises à 120%. Et là, la personne, quand vous lui demandez 2 plus 2, ça fait combien ? Oui, est-ce qu'elle répond ? C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc le drill permet justement, le pilote, là, sur ses exercices au début, on lui dit « Ok, tu arrives à telle vitesse, tu as telle hauteur à perdre, tu vas calculer ton taux de descente, donc il saura, par rapport à son instrument, quelle hauteur il a à perdre, pour arriver jusqu'à la zone de posée, et donc avec un point initial, il va faire ce calcul. C'est pour ça que la facilité à calcul mathématique, on ne demande pas des intégrales, on ne demande pas ça. Ouais. C'est juste de la gestuelle mathématique sur des calculs. Alors, moi j'ai commencé sur Alouette 2, donc forcément, il fallait tout faire de tête. Maintenant, on a des appareils qui sont, bien sûr, qui ont de la cartographie, qui ont des instruments beaucoup plus performants, mais n'empêche qu'en cas de dysfonctionnement des systèmes, il faut quand même avoir cette capacité à analyser et même se dire « Ah non, mais là, la machine, elle me donne une information qui n'est pas correcte. Donc, je vais prendre en compte ce que je pense. » On verra après la progression de la formation, mais vous, ça vous est arrivé là de perdre vos moyens comme ça sur un vol où il y a juste trop d'informations, trop de charge mentale ? Oui, ça m'est arrivé. Alors, j'ai un exemple, mais il est à plusieurs tiroirs cet exemple, parce que ce n'est pas uniquement sur la perte de dépassement de charge mentale. En fait, c'est mon premier vol, l'un des premiers que j'ai fait en rentrant dans les forces spéciales. Donc, unité hélicoptère, force spéciale. Avant de rentrer dans cette unité, j'avais déjà 30 ans. J'avais une expérience opérationnelle, j'avais plus de 1000 heures de vol, j'étais moniteur. Donc j'étais quand même bien assis techniquement sur mon savoir-faire technique, tactique, et voilà, je n'étais pas un jeune pilote. Et je rentrais en tant qu'adjoint, donc futur chef au sein de cette escadrille. Et le chef qui était en place, il s'est dit, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ses capacités. Donc on est parti avec 2 machines en vol. Et là, il y avait forcément une forte charge parce qu'on est nouveau dans l'escadrille. La pression. On rentre dans les forces spéciales. Et les forces spéciales, moi c'était la partie gazelle, les forces spéciales, ça venait d'être créé, c'était tout nouveau. C'est un milieu qu'on ne connaît pas. On a beau être militaire, on ne les côtoie pas. Et donc là, il y a quand même une forte pression. Et pendant ce vol, donc j'étais avec un pilote que j'avais connu avant d'ailleurs. Et donc il y avait toute une phase où moi j'étais devant. Alors bien sûr, de nuit, en montagne, c'était un vol quand même un peu technique. Très bonnes conditions météo. Et donc on s'infiltre. Il y a au moins ça. Oui, c'était déjà ça, parce que la météo en vol, c'est parfois très compliqué. Et donc une infiltration, donc là on est dans la région Pays Basque, Pyrénées.
Et là, bon, pendant 1 heure, je suis devant et puis je suis content parce que je ne me perds pas. Ça paraît anodin, mais voilà, je suis Vous savez où est le champ. dans le bon timing, voilà, je n'ai pas perdu mon champ. Et voilà, et tout se passe bien. Et là, on fait un changement de formation et lui, il part devant. Il part devant et moi, je suis derrière et voilà. Et on remonte dans un col des Pyrénées. Et en fait, là, canon conforme. Le canon conforme qu'on étudie toujours en opération, qu'est-ce qui peut se Perte passer. de liaison. Et là, le canon conforme, non, parce qu'on était quasiment en silence radio sur cette manip. Le canon conforme, eh ben, c'est qu'en fait, son appareil, lui, était un peu plus puissant que le mien, j'avais pris un peu de retard, et en général, quand on vole en formation, on est très serré. On est très serré parce qu'on sait que l'appareil qui est devant, s'il passe, on passe. En termes de discrétion, c'est plus discret, voilà, pour une infiltration. Et là, on s'était un peu distendu, et là, l'appareil passe dans le col, et là, sur le col, il y avait un nuage. Il y avait un nuage, et il passe en gros à 50 mètres, sol. On savait qu'il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de ligne. Le problème de la montagne, en fait, et le problème de le vol hélicoptère, c'est la ligne, etc. On savait que c'était clair, mais bon. Donc on savait que ça passait. Il passe, ok, pas de problème. Et moi, j'arrive derrière, donc je savais que le chemin était clair. Je savais que je pouvais passer. J'aperçois le nuage, mais on arrive à distinguer, ben voilà, là c'est le col, là c'est les flancs de la montagne, là il y a la forêt. Et donc j'arrive, et là, ben, le canon conforme, c'est que dans le col, il y avait une maison. Donc là, il faut se remettre dans la configuration, on est dans une nuit très sombre, et là j'ai mes jumelles qui intensifient la lumière. Et là, on rentre dans le col, Le gars allume. et le gars qui avait entendu l'hélicoptère passer, ben, il sort et il allume. Et là, Éblouissement. on ne voit plus rien. Et là, on ne voit plus rien. Mon pilote, ben, premier ébloui, donc là, en général, quand on ne voit pas le réflexe, ben, c'est de monter, parce que ça va quand même assez vite, 50 mètres sol, 120 km/h, une fraction de seconde, vous êtes par terre, et vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc là, le réflexe, c'est de monter. Et là, on est monté dans le nuage, et là, mon pilote a perdu les références. Et là, ben, fort de mon expérience vol aux instruments, j'ai repris les commandes, j'ai dit « Ok, j'ai les commandes », je prends les commandes, et là, lecture des instruments, ok, pour essayer de continuer à monter dans l'axe, pour ne pas partir sur la montagne qui est sur le côté, et voilà, advienne que pourra, mais au moins on est en montée, on ne va pas s'écraser. Et là, entre la surcharge peut-être mentale avant, de l'exercice, avec la pression, etc., et ben en fait, j'ai disjoncté, en fait, j'ai fait une lecture inverse des instruments. C'est-à-dire que là, vous pilotez aux instruments, et quand vous avez une espèce de boule, hein, un compas qu'on voit sur les bateaux, etc., et on sait si on monte ou on descend. Et là, j'étais persuadé qu'on était en piqué. Et plus je tirais pour monter, plus j'avais l'impression qu'on descendait. J'ai fait une lecture inverse de l'instrument, ce qui peut arriver. Sauf que là, quand vous êtes à 100 ou 150 mètres sol, et que vous êtes à 120 km/h, et que vous pensez être en piqué, bah là, c'est la mort assurée dans les secondes qui suivent. Donc là, j'ai vraiment... je me suis dit, bah, ma vie se termine là, quoi. Ma vie se termine là. Et mon pilote, qui a eu le temps, pendant que je me battais... à lui, ouais, et je lui ai dit, je parlais, ok, voilà, je suis en train de perdre le contrôle. Je n'y arrive pas. Et lui, il a eu le temps de se recaler, il a repris les commandes. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que je faisais une lecture inverse, j'avais l'impression de me cracher, sauf qu'on continuait à monter. Et là, il a repris les commandes et en fait, on sortait du nuage. Et là... Ok, vous m'avez dit le premier vol, un entraînement. On a parlé d'une frayeur que vous vous êtes fait avec votre unité, mais hors mission. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu des missions. Est-ce qu'il y a une journée, un événement marquant, un moment où vous vous êtes senti vraiment mis à l'épreuve comme pilote? Oui, des anecdotes. J'ai souvenir de chef de patrouille, c'est-à-dire, c'est un peu la suite de l'aventure de tout à l'heure. Hein, et là, je suis parti sur la première opération de l'escadrille Gazelle, justement, c'était au Kosovo en 99. Et là, c'est l'hiver, c'est le Kosovo, c'est le centre-Europe, les météos difficiles. Et on arrive, premier déploiement, et donc beaucoup de reconnaissance en amont pour savoir également par où passer si la météo est mauvaise, quand on vous déclenche de nuit pour aller quelque part. Et il y avait une fameuse vallée qui montait jusqu'à la Serbie, très encaissée. Et dans cette vallée, il y a un jour où on nous a demandé de décoller parce qu'il y avait des incursions au niveau de la frontière. Et donc on est parti, et là, dans l'infiltration en montant, alors là on n'est pas par rapport à l'ennemi, et c'est peut-être pas la bonne anecdote que vous attendiez, mais dans l'infiltration, on s'est retrouvés, décidément j'ai peut-être un problème avec ça, mais on descendait très bas
parce que y avait des nuages, et là encore, on était dans des vallées très encaissées, mais il y avait une route qui était au fond, et on s'est retrouvé face à face avec un camion avec ses phares dans les nuages. Mais là, la différence, pas dans les nuages, mais ébloui. Mais là, on connaissait parfaitement le terrain, parce que, fort des expériences à l'entraînement, là, on savait exactement par où passer, à quelle hauteur, on savait exactement où étaient les obstacles, donc on avait ploté tous les antennes, les câbles, etc. Et on faisait vraiment du radada au niveau le plus bas possible, quoi. Alors vous attendiez peut-être à des balles traçantes, etc. Mais c'est juste pour montrer, en fait, les choses ne sont pas dissociées. Ce que vous apprenez à l'entraînement, et notamment en aéronautique, et je sais que le domaine de la montagne, c'est un domaine que vous connaissez, en fait, déjà, vous n'avez pas besoin d'ennemis, en fait. L'environnement est déjà suffisamment complexe, et c'est ce que j'ai expliqué, moi, dans mes différents postes que j'ai tenus, à mes chefs au sein des forces spéciales. Je leur montrais bien déjà le niveau de technicité en termes de pilotage à évoluer dans des environnements, que ce soit l'Afghanistan ou que ce soit en montagne, de nuit, avec de la poussière. Déjà, rien que le vol en lui-même est déjà un challenge. Et là-dessus, vous rajoutez la pression, parce que pendant notre infiltration, on ne savait pas sur quoi on allait tomber, etc. Et là, il y avait vraiment cette pression de qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais avoir, et ce drill en amont qui a permis d'arriver jusqu'à la frontière, malgré ces conditions difficiles. Souvent, l'adversaire n'est pas celui auquel on pense, donc là, en fait, l'adversaire le plus dangereux, quelque part, c'est la météo, l'environnement avant l'ennemi. Ouais. Vous avez été pilote, mais après, en progressant dans la carrière, vous allez commander des pilotes. Vous montez. Alors qu'on a un parcours, on parlait des parcours d'officiers sous contrat, eux, ils sont spécialisés sur le pilotage. C'est vraiment des techniciens du pilotage. Et ils font leur carrière, pilote, et après chef de bord, ils peuvent être chefs de patrouille. Les meilleurs d'entre eux pourront peut-être commander, mais voilà, leur métier, c'est quand même technique, le pilotage. Quand vous faites une école d'officier de carrière, comme Saint-Cyr, ou l'école militaire interarmes, qui est pour des recrutements ultérieurs, quand vous partez là-dedans, en fait, la finalité, ce n'est pas cette première partie de carrière, c'est une carrière où vous allez être amené à commander. Donc moi, j'ai piloté, j'étais vraiment aux commandes au début de ma carrière, mais après, j'ai pris des postes de responsabilité et je suis parti en mission sur d'autres postes où là, j'ai commandé des unités des forces spéciales, mais pas uniquement hélicoptères. Donc notamment, la mission que vous avez faite au Sahel en 2013, là, vous étiez en situation de commandement, vous n'étiez plus pilote sur le terrain. Alors en 2013, c'était un peu particulier. Moi, j'étais à ce moment-là en base arrière, j'étais en France. Et là, on a en effet eu le début de l'ouverture. Vous parliez de Serval tout à l'heure, mais en effet, c'était le début de 11 janvier 2013, c'est le début de ces bandes djihadistes qui descendent au nord du Mali. Et les premiers appareils qui sont envoyés, c'est une patrouille en effet d'hélicoptères qui a pour mission de stopper ces véhicules, cet ennemi qui descend vers Bamako, vers la capitale. Donc à ce moment-là, moi je ne suis pas engagé sur le terrain, mais je suis en base arrière, oui, c'est le cas de le dire. Et ce sont vos hommes, vos camarades, qui vont être envoyés les premiers pour stopper cette colonne de djihadistes. Oui, tout à fait. Et alors on en parle de camarades, parce qu'en effet, c'est des camarades. En fait, le creuset force spéciale, vous avez toute une partie évaluation, instruction spécialisée, etc. Et là, ça permet de souder les gens. Quand vous évaluez les gens, vous les connaissez parfaitement. Moi, j'ai évalué les gens pour mon régiment, je passais 4 jours sur le terrain, je connaissais leurs points forts, leurs points faibles, pas le prénom de leur petit ami, mais quasiment, voilà, on rentre dans une intimité, on se connaît bien. Quand vous avez une opération qui se déclenche comme ça, c'est tout le régiment qui est derrière. Certes, il y a 2 hélicoptères, mais il y a tout le monde qui est derrière. Il y a vraiment cette connaissance parfaite. Et voilà, et donc le 11 janvier 2013, en effet, il y a une patrouille d'hélicoptères qui part pour arrêter ces terroristes qui descendent. Et ça rejoint un peu les sujets de tout à l'heure sur ce côté travailler ensemble, cet esprit de groupe, cette subsidiarité, connaître ce que fait son voisin. Et connaître ce que fait son voisin, c'est pas... alors qu'on est en métropole, qu'on est au bureau, ok, on se connaît, on est un peu plus performant parce qu'on sait ce que fait son voisin et on va être plus efficace. En opération, savoir ce que fait son voisin, ça peut être vital. Et on demande au pilote de ne pas se limiter qu'à son métier, on lui demande aussi de savoir de façon un peu plus large.
Et le 11 janvier 2013, qu'est-ce qui se passe? On a 2 hélicoptères qui partent, voilà, qui traitent, qui neutralisent des véhicules qui sont au sol. On a un chef de bord qui est mortellement blessé, notre camarade Damien, et son pilote qui reste là pendant que lui est en effet mortellement blessé. Et dans l'autre machine, vous avez le chef de patrouille, donc je vous expliquais, vous avez un pilote, un chef de bord, le chef de bord donne des ordres au pilote. Dans l'autre machine, vous avez un pilote, un chef de patrouille, et le chef de patrouille lui commande les 2 machines. Et lui, la machine est très grièvement endommagée, et en fait ne peut plus voler. Et en fait, là, il y a un geste technique incroyable que fait ce chef de bord, justement, chef de patrouille, qui a réussi à poser la machine sans mourir déjà, parce que vu l'état de la machine. Mais là, ils se retrouvent en zone ennemie, tous les deux, d'où le côté aéro-combattant, parce que quand vous êtes au sol, au milieu des ennemis, il vaut mieux savoir utiliser ses armes. Et le pilote, en fait, il ne reste plus qu'un pilote en l'air, avec son chef de bord qui est mortellement blessé. Et là, qu'est-ce qui se passe? La subsidiarité, savoir ce que fait l'autre, savoir comment il utilise son GPS. Alors là, on est dans une gazelle, on remet dans la configuration de l'époque. Et là, il faut en effet savoir comment ça marche. Et le pilote, il a participé à la préparation de la mission. Tout le monde a travaillé ensemble pour cette mission et il sait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire retourner sur le point initial, prévenir aussi l'hélicoptère. Alors le chef de patrouille, avant de s'écraser, avait prévenu aussi, entre guillemets, les secours, donc un hélicoptère en alerte. Mais il y a ce côté-là. Et ce côté esprit de corps ou connaissance mutuelle, cet exemple est très pertinent parce que cet exemple, en fait, montre que chacun a besoin de l'autre. On n'est pas chacun dans sa ligne d'eau. Il n'y a pas un pilote qui pilote, un chef de bord qui donne des ordres. Le chef de bord, il est là pour donner la direction, il est là pour parler à la radio, il est là pour dire à son pilote « Ok, tu montes, tu descends », utiliser un système d'armes. Mais il y a vraiment, en tant que pilote, savoir ce que doit faire le chef de bord et si jamais il y a un problème, potentiellement faire le relais. Alors bien sûr, il connaîtra. Et le but, ce n'est pas que les deux soient réversibles. Quand on part en opération, il y a chacun qui a son domaine de compétences. Mais il y a quand même cette subsidiarité qui repose sur cette connaissance mutuelle. Au ce moment-là, vous étiez commandant en seconde, donc vous avez dû, j'imagine, gérer l'alerte aux familles, le rapatriement de ces hommes. Vous en gardez quel souvenir? C'est des moments difficiles. On parle de famille militaire, là c'est la famille, donc on connaît très bien l'épouse, on connaît les enfants, on connaît tout le monde parce qu'on a cet esprit de corps où on se retrouve tous ensemble. Et là, il faut annoncer la nouvelle. Alors c'est le rôle du chef de corps, mais j'ai été aussi confronté dans d'autres cas à me retrouver face à la famille, à annoncer la nouvelle. Là, il y a toute la cohésion de l'unité, il y a des choses, il y a les mots qui ne suffisent pas parce que rien ne justifie la mort. Il y a des réactions en face qui peuvent être très diverses. Et j'ai le père d'un de nos camarades mort au combat, c'est pas Damien, c'en est un autre, mais il se reconnaîtra, avec qui on continue à entretenir des relations et qui est toujours présent et 10 ans après à continuer à échanger. Mais c'est cette force en fait, cette force d'expliquer pourquoi on fait ça. Donner un sens à la mission, Mais ça repose, et c'est d'autant mieux accepté que quand les familles sont aussi associées à la vie de l'unité. Alors on est dans une société où de plus en plus les gens ont leurs activités, etc. Mais c'est très important que les familles soient associées, pas forcément pour toutes les activités traditionnelles militaires, c'est pas ça. Mais ce que j'expliquais aux gens que j'ai commandés, c'est aidez-moi à vous aider le jour où ça ira pas. Si je ne connais pas votre vie, si je ne connais pas votre situation, déjà, le premier, on a tous rempli des fiches, personne à prévenir en cas de problème. Mais la subtilité de l'enfant, d'un premier mariage, de la famille recomposée, etc., ça, il faut l'avoir parce que le jour J, ça peut devenir très chrysogène. Donc voilà. Et cette épreuve, on la passe parce qu'on est ensemble, parce que on va accompagner ces gens-là. Mais oui, ça laisse des traces. Ouais. Face au nombre d'accidents qu'il y a, que ce soit en opération ou même sur le territoire, à l'entraînement, même on voit les accidents dans le civil, quelle préparation vous avez pour les pilotes, pour les préparer à ça, à l'accident, à la mort?
La préparation à la mort, ça débute des écoles de formation dans l'armée de terre, parce que quand on rentre dans l'armée de terre, c'est pas pour tricoter, c'est pour s'engager au feu, engager ses hommes. Donc déjà, il y a des réflexions, que ce soit intellectuelles, sur tout ça. On développe aussi des techniques, alors c'est pas pour face à la mort, mais des espèces de techniques d'optimisation du potentiel, pour pouvoir lâcher prise en amont de la mission. On essaie d'associer les familles aussi, avant les départs en opération ou au retour, parce qu'en fait, en partant en opération, alors qui plus est dans les forces spéciales, où les gens, les opérateurs ont tendance, les opérateurs, c'est les gens des forces spéciales, ont tendance, pour des raisons de confidentialité, à ne pas trop partager. Et à un moment, c'est important de mettre tout le monde ensemble, de parler de ce dont on peut parler. Mais moi, je suis parti sur des théâtres d'opération, on va dire avec un danger permanent. Vous avez toujours votre arme, et il y a des coups de feu, il y a des tirs, etc. Et du jour au lendemain, vous rentrez, et puis vous vous retrouvez avec un caddie dans une grande surface, et il y a un choc que vous avez dû connaître aussi. Il y a un choc, mais ça, la famille ne le comprend pas. Non. Ne peut pas le comprendre. Mais par contre, expliquer à la famille, justement, de dire, bon voilà, votre mari, il fait ça. Et expliquer au mari, vous êtes parti, votre épouse, votre conjointe, ou l'inverse, des fois c'est la femme qui part. Moi je parle tout le temps des hommes, mais attention, c'est pas homme, c'est avec un grand H. Votre conjoint, il reste avec les enfants, votre conjoint, pendant 4 mois ou 6 mois, il va sauter à la corde parce qu'il va devoir tout gérer. Et la voiture qui tombe en panne, la machine à laver, les enfants, les ci, les là. Donc il y a quelqu'un qui est dans son milieu à gérer sa famille et qui attend qu'un truc, c'est que le conjoint il rentre, et l'autre qui attend qu'un truc, c'est de rentrer, se poser, se reposer, parce que souvent on rentre épuisé de ce genre de mission, et là il y a un choc de culture. Donc la préparation, alors ce n'est pas une préparation à la mort, mais c'est une préparation à se connecter et sensibiliser les gens à l'autre en fait. L'autre, qu'est-ce qu'il a vécu pendant que je n'étais pas là, et avoir cette approche réciproque, parce que quand on risque sa vie pendant 4 mois, forcément quand on rentre, on se relâche. Il y a des choses où on relativise. Mais il faut aussi entendre que l'autre, ça n'a pas été évident, ça a été difficile. Et avoir cette écoute. On a beaucoup de gens, et ça touche toutes les armées, qui basculent dans des syndromes post-traumatiques, etc. Bien souvent, bien sûr, il y a le choc de la violence de l'événement, mais bien souvent, la meilleure solution, c'est la parole. C'est la parole. Et pouvoir parler de ce qu'on a vécu, pouvoir parler au sein d'un groupe avec sa famille, de pouvoir vider son sac, sans forcément parler de l'opération, mais de parler de choses d'environnement, ça libère. Et simplement sur les syndromes post-traumatiques, vous dites aussi il y a aussi des gars, moi j'en ai connu, qui rentrent d'opération, qui ont le caddie comme vous dites, et qui regrettent la vie en opération, l'excitation, le danger, etc. Vous, quand vous revenez de mission et que vous êtes plus au volant de l'hélico, mais au volant de la Twingo, c'est quelque chose que vous regrettez. Comment vous vivez la vie normale après avoir piloté à ces vitesses-là, avec ces sensations-là ? Il y a 2 choses. Il y a ce qui a été exprimé sur l'adrénaline du danger, du risque, de la mort. Et je pense que la personne qui rentre, et j'en ai connu des gars qui rentraient en France après des dizaines d'opérations au feu, et qui disaient « mais pourquoi je vais attacher ma ceinture de sécurité ?» Et là, pour moi, c'est le premier voyant de « attention, il est en train de basculer ». Là, attention, il est en train de basculer. Parce qu'il y a 2 mondes qui sont différents. Il y a le monde des opérations, il y a le danger, et quand on est en métropole, le danger, c'est l'accident de voiture en fait. C'est pas le gars, mettre sa ceinture, c'est pas pour ne pas la mettre, c'est pas pour sauter plus vite si l'ennemi vous tire dessus. Non, heureusement en France, on n'est pas là, mais c'est bien pour se protéger. Et donc là, il y a vraiment une bascule. Et là, c'est un élément qui est important à capter, parce que moi, voler à 200 km/h, voler dans ces... Ce qui manque le plus, alors bien sûr, il y a le vol technique. Dans l'armée, vous faites tous les types de vols. Et en opération, bien sûr, il y a cette espèce d'adrénaline de l'environnement. Mais ce qui manque presque le plus, c'est la camaraderie, en fait. Alors après, vous revenez au régiment, vous les retrouvez. Donc c'est pas le risque, c'est pas la vitesse, c'est pas le danger, c'est la camaraderie.
Ouais, mon parcours fait que je suis rentré dans l'armée, pas pour être pilote, mais j'ai adoré piloter, j'adore piloter, je continue à piloter, à chaque fois c'est une grande joie. Mais parfois, dans le métier, vous l'avez peut-être connu, il y a ces périodes où on est en unité opérationnelle, moments très intenses, et il y a des moments où vous allez vous retrouver dans un état-major, donc c'est un travail plus de bureau. Et là, en fait, cette fraternité, elle vous manque. Alors, vous allez au contact des gens dans les autres bureaux, et c'est plus ça qui manque. Moi, c'est ça qui me... voilà. Il y a eu un moment dans la carrière où vous avez eu envie de poser le casque et raccrocher? Non. Non, jamais. Même dans les frayeurs que j'ai eues en pilotant, non, c'est une vraie passion. On a des frayeurs en voiture, on a des frayeurs en traversant un passage piéton. On continue à se déplacer, on continue à prendre sa voiture. Avoir la chance de pouvoir piloter ces machines extraordinaires en montagne, dans toutes les conditions, non, il n'y a rien qui m'a poussé à dire j'arrête tout. Si c'était à refaire, vous vous engagez directement comme pilote? Ça sera à refaire, je fais la même chose. Pareil, donc officier, puis... Je fais pareil. Je fais officier, je vis toutes les vies que j'ai vécues, tous les métiers que j'ai vécus, parce que j'ai été pilote. J'ai commandé des hommes. J'ai commandé des hommes en opération qui n'étaient pas que pilotes. J'ai fait plein de métiers différents. Et oui, je re-signe, je fais la même chose. Mon collègue, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à ceux qui sont encore avec nous. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je peux vous inviter à aller voir la vidéo du général Tassel dont je vous ai parlé. Il était général de la division renseignement. Il a vécu l'embuscade d'Ouzbine. Il parlait de tous ces sujets qu'on a évoqués aujourd'hui avec le colonel Jean-Pierre. Merci à tous. À bientôt. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.